Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Dans ce 9e épisode, on met le cap sur Salamanca, en Espagne. Une ville qui implémente un plan ambitieux pour s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique. Si vous aussi vous vous demandez à quoi devront ressembler les villes du futur pour rester vivables, cet épisode est fait pour vous. On commence par une petite devinette. Qu'est-ce qui est insupportable et qui revient tous les ans? Non, pas les films de Noël, pas la déclaration d'impôt, pas les AG de Total Energy pleines de climato-sceptiques. Enfin, je ne porte rien de tout ça dans mon cœur. Mais je pense à autre chose. La canicule. Oui, la canicule qui nous fait cuire tous les étés et passer la période juin-août à se dessécher, volets fermés, dans nos logements. Ce tableau à peine exagéré, on est beaucoup à le vivre, et de façon encore plus intense en ville. L'urbanisation, la densité du bâti, la couverture minéralisée des sols, tout ça participe à créer des îlots de chaleur urbains, des microclimats où les températures grimpent en flèche. Vous vous souvenez de la canicule de 2003 ? Elle était dévastatrice. Mais en ce moment, les vagues de chaleur sont en train de devenir communes. Chaque fraction de degré de réchauffement en plus fait augmenter l'intensité et la fréquence des événements climatiques extrêmes, selon le 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il y a donc un vrai enjeu à adapter l'urbanisme. On a donc cherché quelles villes prennent des mesures concrètes pour éviter que ces rues ne se transforment en fours. La municipalité de Salamanca, en Espagne, en fait partie. Située au nord-ouest de Madrid, elle développe une stratégie nommée Savia, en cofinancement avec la Commission européenne. Le principe, rendre la ville plus durable en associant nature et culture. Laissez Maria José Coca, conseillère municipale pour l'environnement et le bien-être des animaux, vous décrire un peu plus ce programme. La estrategia Savia abarca un conjunto de proyectos, es un concepto muy amplio. Savia, c'est une stratégie très vaste qui englobe tout un ensemble de projets. Son objectif principal, c'est la renaturation. On est fiers d'affirmer que Salamanca est l'une des pionnières dans l'introduction de cette stratégie d'infrastructure verte. C'est la première ville d'Europe, classée patrimoine mondial de l'humanité, à opérer une symbiose entre le patrimoine naturel et le patrimoine monumental. En plus, Savia permet d'améliorer la santé urbaine de notre ville, mais aussi la qualité de vie de tous les habitants-habitantes et bien sûr de toutes les personnes qui viennent la visiter. Y por supuesto de todos los turistas y toda la gente que se acerca a visitar nuestra ciudad. La petite originalité, c'est que la ville implique ses résidents et résidentes dans la stratégie. Elle les fait voter pour les changements qu'il et elle voudraient voir à l'œuvre, organise des ateliers participatifs, des concours d'idées. Mais concrètement, quels changements structurels sont apportés à l'urbanisme ? En pratique, Savia, c'est un ensemble de 277 actions qui se déploient sur une quinzaine d'années. Parmi elles, on retrouve de la récupération d'espaces dégradés, des plantations d'arbres, l'extension des zones naturelles existantes pour créer une ceinture verte autour de la ville, la création de pépinières écologiques. Salamanca a commencé à élaborer ses projets en 2015 pour un lancement officiel de Savia en 2020. Es verdad que en Salamanca nosotros ya llevamos más de una década pensando. À Salamanca, ça fait près d'une décennie qu'on réfléchit à ce type d'approche. Comme vous le savez, le changement climatique entraîne de grands bouleversements. C'est pourquoi les villes qui ne sont pas vertes ne peuvent pas être considérées comme des villes d'avenir. En connaissance de ça, on a cherché à créer de plus en plus d'espaces à la fois verts et ouverts. Le Covid a fait prendre conscience à de nombreuses villes de l'importance de la nature. Nous, on n'a pas attendu la pandémie pour s'intéresser à la végétalisation. On a créé 300 000 m² d'espaces verts et réhabilité 700 jardins urbains le long de la rivière Tormes. On a aussi mis en place 45 km de pistes cyclables supplémentaires pour se déplacer dans la ville. L'enjeu, c'était d'améliorer les liaisons entre le centre historique, les hôpitaux, le campus universitaire et les communes autour de Salamanca. Et puis, on a récupéré 28 hectares qui étaient dégradés pour les transformer en couloirs verts. Grâce à ces actions, on a amélioré la qualité de vie des citoyens et des citoyennes, mais pas seulement.
Cette stratégie a permis un développement économique fondamental basé sur l'économie verte. Es fundamental y se está realizando gracias a esta economía verde. Bon, ça semble prometteur tout ça. Mais vous commencez à nous connaître. Avec Kelly, on aime bien constater les choses de nos propres yeux. Et pour ça, quoi de mieux que d'arpenter les nouveaux espaces verts de Salamanca en discutant avec le biologiste impliqué dans cette stratégie de renaturation. On quitte le centre-ville de Salamanca en empruntant le magistral Puente Mayor, âgé d'environ 2 millénaires. Ça ne nous rajeunit pas. On longe ensuite les rivières du Tormes, le fleuve local, jusqu'à arriver aux Huertos Urbanos, la zone des jardins urbains. Dans les années 60, la pratique de cultiver son potager a commencé à se perdre, et ces jardins ont progressivement été abandonnés. Savia a permis de les réhabiliter il y a 4 ans. Autour de nous, quelques personnes âgées, munies de pelles, de râteaux et de patience, cultivent leurs propres légumes. À côté d'une centaine de jeunes arbres tout juste mis en terre dans le cadre de la stratégie d'urbanisme, on rencontre Raoul de Tapia. Ce biologiste à l'air jovial est directeur de Tormes EB, fondation spécialisée dans la conservation et la restauration des espaces naturels. Il accompagne la mairie sur plusieurs aspects du projet, la gestion de la biodiversité, la récupération de paysages dégradés et l'éducation à l'environnement. Toda esta zona que estaba entre los huertos y el río. Toute cette zone, entre les vergers et la rivière, était idéale pour recréer une forêt. En fait, la renaturation a une double fonction. D'une part, elle sert à augmenter la couverture végétale, c'est-à-dire à faire en sorte que les semis arrivent à maturité pour générer une vraie forêt dans les 10 à 15 prochaines années. Sur toutes les zones concernées par Savia, plus de 10 000 espèces différentes ont été plantées. On n'a pas seulement planté des arbres, mais aussi des buissons, car notre deuxième objectif, c'est d'accroître la diversité de la faune, d'attirer plus d'oiseaux, mais aussi toute la communauté des insectes et des pollinisateurs. L'idée, ce n'est pas juste d'obtenir une jolie ville avec du vert partout qui rendra bien sur les cartes postales. C'est de bénéficier profondément aux écosystèmes en créant un cercle vertueux entre la faune et la flore. ¿Estás plantando no solo por estética? On ne plante pas seulement dans un objectif esthétique. On réfléchit surtout aux espèces qui pourront bénéficier de ces plantations. C'est pour ça qu'on choisit judicieusement la végétation à planter en fonction des zones, en tenant compte des multiples fonctions qu'elle peut avoir pour la faune. Par exemple, certaines espèces d'arbres matures, avec de bonnes ramifications, sont idéales pour servir d'abri ou d'espace de nidification. Les zones herbeuses et broussailleuses, elles, contiennent tous les matériaux nécessaires à la construction des nids. En planter nous évite donc de devoir introduire des éléments de l'extérieur, comme des nichoirs en plastique, qui pourraient intoxiquer les oiseaux. Ces plantations, réalisées dans le cadre de Savia, elles facilitent aussi la production de ressources alimentaires. Autrement dit, si vous plantez des arbres fruitiers, la faune en bénéficiera. Si ces arbres ont une floraison abondante, comme les pommiers ou les poiriers, ils attireront de nombreux pollinisateurs. Et s'ils attirent les insectes, ils attireront aussi les oiseaux insectivores. En y réfléchissant ainsi, on tisse un réseau de relations entre la faune et la flore. Ça permet de lier la beauté inhérente de la végétation à sa fonctionnalité écologique. Laisser la nature investir les rues, les avenues, les jardins, les parcs. Tout ça permet à une ville de fonctionner comme un grand organisme, où la nature jouerait le rôle du sang vert qui irrigue la ville. Et justement, on pourra compter sur la biodiversité pour servir d'indicateur sur la qualité de l'environnement. Quand on n'entend ni chant d'oiseaux, ni bourdonnement d'abeilles, il faut que ce silence nous alerte. Il signifie qu'on est dans un espace inerte, sans vie, et qu'il est urgent d'en découvrir les causes. En plus de bénéficier à la faune et la flore, Savia améliore aussi la qualité de l'eau. C'est parce que la végétation fonctionne comme un filtre vert, en particulier pour les eaux de pluie. Elle modère aussi l'augmentation des températures, ce qui réduit les altérations provoquées par le dérèglement climatique sur les animaux et les végétaux qui habitent la rivière. Et puis, la végétation réduit aussi les risques d'inondation. En cas de crue, les arbres limitent l'érosion des berges grâce à leurs racines ancrées dans le sol. Et qui dit moins de terre arrachée, dit aussi moins de dégâts en aval de la rivière. Après, l'érosion, à petite dose, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La végétation rend les sols riches en nutriments. Alors quand il y a des dépôts de sédiments le long d'une rivière, ça permet de l'enrichir à plusieurs nouveaux endroits. Toujours sur la question de l'eau, la ville déclare avoir économisé 15 millions de mètres cubes d'eau depuis 2019, soit l'équivalent de ce qu'elle consomme en un an environ. Comment ? En plantant des espèces indigènes peu gourmandes en ressources hydriques, en mettant en place un système pour contrôler la pression dans le réseau d'eau et en gérant l'irrigation à distance. Savia, c'est une stratégie sur le long terme, avec un calendrier qui s'étend jusqu'en 2035.
La stratégie devrait ensuite être renouvelée après une évaluation des nouveaux besoins. Mais dans les faits, elle n'a été implantée qu'en 2020. Alors, quels bénéfices sont déjà observables sur le territoire après 4 ans? Siempre son tres los beneficios de este tipo de proyectos, el social, el ambiental y el económico, ¿no? Savia présente des avantages sociaux, environnementaux et économiques. L'avantage social, déjà, il est évident. Plus un territoire comporte de la nature, plus les gens sortent se l'approprier. C'est un grand bénéfice, car ça permet de créer du lien entre les personnes qui se promènent, celles qui cultivent, entre les voisins. C'est un grand accélérateur de sociabilisation. Et puis, c'est un immense atout pour la santé. Avoir des espaces verts où on peut s'éloigner du trafic routier pour marcher en nature, c'est bon pour tout le système cardio-respiratoire. Il y a aussi des avantages psychologiques. La végétation est un grand allié pour la santé mentale. Elle réduit le stress, l'anxiété et améliore notre qualité de vie. Si on y réfléchit, c'est logique. La nature, c'est par définition notre environnement naturel. Le corps qu'on a est le résultat de plus de 150 000 années d'évolution. Et l'évolution nous a conçus pour vivre en nature, pas pour rester assis dans une voiture ou devant un écran d'ordinateur. Face au stress et à l'anxiété, le corps demande à retourner en extérieur. Justement, le concept de déficit de nature a été largement étudié en psychologie et en médecine. Il montre que son absence cause des dommages invisibles à notre corps et notre esprit. Ensuite, bien sûr, disposer de toutes ces zones naturelles de qualité, c'est bénéfique pour l'environnement. Savia nous montre à quel point il est urgent de repenser la conception des villes pour faire circuler la faune et la flore. On doit arrêter de considérer les espaces verts comme des endroits à éviter ou à entourer par des barrières, pour les voir plutôt comme des lieux de passage. Il doit s'agir d'une membrane et non d'une frontière. Enfin, cette stratégie présente des avantages économiques. Tout ce travail de réaménagement urbain implique de mobiliser les entreprises du secteur et leurs employés. Et puis, ces lieux naturels attirent leur lot d'événements. Dans les vergers où on se trouve, on peut par exemple organiser des forums, des marchés, des séminaires, des cours, de petits congrès. Ces événements font venir du public et stimulent l'économie locale. Il faut dire qu'une ville verte est beaucoup plus attrayante pour les visiteurs, les touristes et les entreprises que les villes grises, ultra bétonnées qui manquent de nature. Tienen también déficit de naturaleza, ¿no? Raoul de Tapia et son équipe organisent des relevés réguliers pour s'assurer du succès des opérations. Au programme, compter les arbres qui seront bien parvenus à pousser, identifier les zones de refuge et de nidification choisies par les oiseaux, faire du suivi d'espèces. Un autre objectif, c'est de connecter le patrimoine naturel aux constructions humaines. Facilita que los itinerarios que puedes recorrer a lo largo de... Il existe à présent des itinéraires à la fois culturels, naturalistes et historiques. Savia a permis de mettre en lumière tout ce qui était considéré comme invisible dans la zone autour de la rivière. Il y a désormais tout un système de signalisation pour apprendre à connaître les oiseaux environnants. Côté architecture, on a rappelé aux gens l'existence d'anciens moulins qui servaient à puiser l'eau. On oublie souvent la beauté que recèlent les écosystèmes et le patrimoine architectural. Mais tout ce à quoi on n'accorde pas de valeur, on finit par le perdre. Malheureusement, on ne se rend souvent compte de la beauté des choses qu'une fois qu'on les a perdues. C'est pour ça qu'il faut montrer la préciosité de la nature maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Cuando está existiendo, no cuando lo perdemos, sobre todo para no perderlo. Savia contient aussi tout un volet pédagogique. Avec son équipe, le biologiste organise des ateliers de sensibilisation, en classe comme en nature. Il privilégie une méthode d'apprentissage héritée des philosophes antiques. Éduquer en marchant pour associer cheminement intellectuel et cheminement au sens propre. En 2023, plus de 10 000 personnes ont participé à des ateliers éducatifs en famille, à des sorties scolaires en nature, des visites guidées et autres parcours de sensibilisation. El trabajo de gestión ambiental no tiene ningún sentido si no haces una labor de educación ambiental y de comunicación ambiental. Notre travail de gestion de l'environnement n'aurait aucun sens sans l'effort de sensibilisation qui va avec. Tout ce qui n'est pas transmis, tout ce qui n'est pas communiqué, ça n'existe pas dans l'esprit des gens. C'est pourquoi l'éducation à l'environnement doit concerner l'ensemble de la société, et pas seulement les scolaires. Les adultes aussi ont leur rôle à jouer. Justement, Savia insiste beaucoup sur les relations avec le public. On organise des ateliers pour expliquer nos interventions sur l'environnement, mais aussi pour sensibiliser sur l'importance de la nature en général. Il faut comprendre les rivières, les jardins, les forêts, les besoins qu'ils ont, les fonctions qu'ils remplissent, comment on peut les améliorer. Il faut le faire en classe, mais aussi à l'extérieur. On emmène donc les enfants et les adultes en nature, pour qu'ils puissent acquérir des connaissances avec leurs 5 sens, et pas seulement avec la vue et l'ouïe, les sens les plus souvent mobilisés par les écrans.
La plupart des gens voient plus de nature à travers leurs ordinateurs et leurs téléphones que dans la réalité. Il faut aussi apprendre à sentir, à toucher, à goûter, apprendre à reconnaître le chant des oiseaux, l'odeur des arbres, des forêts et des sols, goûter des fruits comestibles, sentir l'écorce d'un arbre sous sa peau. Toutes ces expériences renforcent considérablement notre système d'apprentissage. Être en nature facilite la prédisposition à apprendre. Plusieurs psychologues affirment que lorsque les élèves aperçoivent un jardin depuis la fenêtre de leur salle de classe, leur apprentissage est environ 30% plus efficace. À l'hôpital, les malades dont les fenêtres donnent sur du végétal se rétablissent 30% plus rapidement que les autres. Et les personnes qui ont passé la majorité de leur vie en nature ou à la campagne se rétablissent 30% plus vite face aux phénomènes de stress, d'anxiété ou de dépression. Autrement dit, la nature facilite l'apprentissage cognitif conscient, mais aussi l'apprentissage inconscient du corps. Pero también un aprendizaje que tiene el cuerpo para saber recuperarse. Maintenant, vous savez tout de la stratégie mise en place par cette ville d'Espagne pour conserver une atmosphère vivable et de comment elle a été réfléchie pour associer santé humaine et santé environnementale. Après, peut-être que tout cela vous laisse indifférent si vous n'avez pas prévu de vous installer au pays de la sangria et des churros de sitôt. Et c'est là que vous auriez tort. Salamanca, ce n'est qu'un exemple. En réalité, toutes les villes vont être touchées par les hausses de température. Il n'y a qu'à voir Paris. La France a beau être un pays tempéré, saviez-vous qu'on envisage des pics fréquents à 50 degrés dans la capitale pour la deuxième moitié du XXIe siècle ? Oui, vous avez bien entendu, le climat de Téhéran ou de Canberra en plein Montmartre. Ça fait rêver. Alors bon, j'ai pris la France comme exemple, mais évidemment, l'augmentation du thermomètre, la multiplication des événements climatiques extrêmes, la perte de la biodiversité, tout ça, c'est un problème mondial. Et qui dit problème mondial, dit nécessité de trouver des solutions globales. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Les changements climatiques posent une multitude de défis aux villes, notamment l'élévation des niveaux de la mer, les événements météorologiques extrêmes, les vagues de chaleur et les perturbations des écosystèmes. Et donc, les villes, en ce moment, elles doivent renforcer leur résilience et leur capacité pour faire face à tous ces chocs. Donc, le dernier impact, ça pourrait être le fait qu'il y a des déplacements de population, soit en raison de phénomènes météorologiques extrêmes, ou soit en raison de la dégradation des conditions de vie. Les villes doivent se préparer à accueillir et intégrer des nouveaux arrivants tout en gérant les pressions sur les infrastructures et ses ressources. Pour élargir le propos, on part à la rencontre de Teresa Pérez Martin, consultante en droit de l'environnement. Elle est l'autrice d'un guide sur les villes durables. Son expertise, conseiller les villes à l'international pour les rendre plus durables et régénératrices. C'est-à-dire qu'au-delà de limiter les pollutions en ville, elle milite pour que les villes contribuent positivement aux écosystèmes. Au milieu des chênes verts du parc de la Adeluela, on demande à Teresa quelles solutions doivent être mises en place. Des solutions, ça pourrait être des transports plus durables, c'est-à-dire promouvoir des transports en commun efficaces et abordables pour tous, encourager l'utilisation des véhicules électriques, aménager les infrastructures favorables aux piétons pour réduire la dépendance des voitures. Et une solution, bien sûr, c'est la planification urbaine intelligente. C'est-à-dire concevoir les quartiers pour réduire les besoins de déplacement. Il y a une tendance actuellement à faire les villes de 15 minutes, c'est-à-dire des villes qu'on peut aller à pied dans toutes les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire les loisirs, la santé, faire des achats, l'éducation pour les enfants, avoir le travail aussi à 15 minutes à pied, les restaurants, etc. Donc, que la ville soit construite en fonction des piétons et moins par rapport à la voiture. Évidemment, une des solutions, c'est de mettre en place aussi des normes strictes pour les bâtiments éco-énergétiques. Encourager aussi l'utilisation des énergies renouvelables comme c'est la solaire et l'éolienne. Et faire une gestion écologiquement rationnelle des déchets, c'est-à-dire de favoriser le recyclage et la réutilisation des déchets et surtout implanter tout ce qu'on connaît par l'économie circulaire.
Et bien sûr, la solution la plus importante, c'est l'éducation et la sensibilisation des populations et de tous les secteurs de la société. Intégrer l'éducation et de la durabilité dans tous les programmes éducatifs au niveau des écoles, des éducations secondaires, aussi à l'université. Et bien sûr, la participation communautaire, c'est-à-dire impliquer activement les citoyens dans les processus de prise de décision. Ça s'appelle la gouvernance, une gouvernance active où les citoyens sont informés, ils sont aussi formés et surtout ils ont le pouvoir de prendre des décisions et de s'impliquer dans la prise de décision de comment sa ville va être transformée pour que finalement toutes ces stratégies puissent aboutir à terme et qu'on puisse atteindre de bons résultats. En adoptant une approche holistique et en intégrant ces solutions, les villes peuvent progressivement devenir plus durables, résilientes et agréables à vivre pour les habitants. La collaboration entre les gouvernements, les entreprises, les citoyens et les organisations est cruciale pour mettre en œuvre des changements à grande échelle. Quand on demande à Teresa quels sont les changements les plus urgents à mettre en place, elle cite la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, via l'investissement dans les énergies renouvelables, et la promotion de modes de déplacement plus durables. Effectivement, le transport, ça représente quand même 24% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'experte mentionne aussi la nécessité de développer des programmes de rénovation énergétique pour éviter les logements en passoires thermiques et mettre en place des pratiques de gestion plus durables, notamment via la collecte des eaux de pluie. Pour participer à l'amélioration de la qualité de l'air, elle cite enfin l'essor de l'agriculture urbaine. Mais elle encourage surtout les villes à renforcer les régulations sur les émissions industrielles, en particulier lorsque de grandes entreprises polluent juste à côté de centres urbains. Tous ces changements doivent être mis en œuvre de manière holistique et intégrée en prenant en compte des interconnexions entre les différents secteurs urbains. Une action rapide et surtout coordonnée est nécessaire pour atténuer les impacts des changements climatiques et promouvoir la durabilité urbaine et construire ainsi des villes beaucoup plus résilientes pour l'avenir. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert qu'adapter les villes au dérèglement climatique, c'est un enjeu d'avenir. Un avenir qui doit se préparer dès maintenant. Dans le prochain épisode, on vous immerge dans une communauté insolite. Un groupe de personnes qui repensent l'échange de biens, de services et de savoirs dans une logique anticapitaliste. En attendant, abonnez-vous à Éveille ta ville pour ne manquer aucun épisode. Et si celui-ci vous a appris des choses, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker ou à mettre 5 étoiles en fonction de la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et si vous avez des proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société, n'oubliez pas de recommander ce podcast. Enfin, pour découvrir les photos du reportage que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, rendez-vous sur notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.